Alors bonjour à tous et à toutes, donc moi je suis très contente que Cress m'ait invitée pour cette journée parce que du coup je viens ici en tant que patient diabétique. Donc c'est vrai que le patient est rarement au cœur de tout ce qui est journée d'échange sur l'éducation thérapeutique, tout ça, donc je suis contente d'avoir cette casquette aujourd'hui et de représenter les patients en éducation thérapeutique. Donc moi du coup je me présente, je suis Élise, donc en fait on est deux, donc parfois je vais dire je, parfois on. C'est pas parce que j'ai deux personnalités, c'est parce qu'on est deux sœurs jumelles, diabétiques de type 1 toutes les deux, donc 26 ans toutes les deux. Ma sœur en 96, moi en 99, donc il suffit de prendre le 6 et de le mettre de l'autre côté pour avoir la bonne date, c'est plus simple à retenir. Toutes les deux avec une pompe à insuline. Et du coup, pour vous présenter mon parcours de patiente diabétique, il m'a semblé approprié de vous mettre ma courbe d'hémoglobine glyquée de la découverte jusqu'à aujourd'hui, parce que du coup elle est très représentative de tout ce qui s'est passé pendant des années, enfin on est en 2018 et donc pendant 19 ans, 20 ans l'année prochaine. Donc en fait la découverte s'est faite en 99 à l'âge de 8 ans. Et donc en fait, moi ma découverte de diabète a été atypique, c'est-à-dire que quand on me l'a découvert, j'étais plutôt contente de l'être, parce qu'en fait ma soeur jumelle l'était déjà, et donc ça m'a rassurée de l'être aussi, au moins on se ressemblait de plus en plus. À l'époque, c'est vrai que le traitement était, enfin, il se compliquait pas vraiment la tâche, c'est-à-dire que j'ai pas été à l'hôpital, j'ai pas eu de problèmes de santé qui m'amèneraient aux urgences, à la découverte, etc. Ça a été une découverte très rapide, avec un traitement identique à celui de ma soeur jumelle, donc au moins on ne se prend pas trop la tête sur le traitement. Et du coup, pas d'hospitalisation, pas d'éducation sur le diabète, voilà, il faut que je fasse mes insulines, on pèse tout. À l'époque, le traitement était un petit peu plus ancien qu'aujourd'hui, était moins évolué, donc c'est vrai que c'était moins adapté. On était suivi par une pédiatre diabétologue en ville. On n'était pas très impliqués dans les consultations, c'est-à-dire qu'on y allait, on regardait nos hémoglobines glyquées, bon, poids, taille, tout le processus classique, et on ne nous demandait pas vraiment ce qu'on ressentait, si on connaissait des choses sur le diabète et tout ça. Finalement, c'est nos parents qui s'en occupaient plutôt bien. Et c'était pas très participatif, un peu directif parfois. Et puis finalement, on avait bien compris le manège, donc en fait, on remplissait nos carnets de glycémie avant d'arriver à la consultation, avec une hémoglobine glyquée un peu supérieure, enfin à 10, etc. Donc bon, c'était pas très logique, il y avait quelque chose qui allait pas, mais de toute façon, on était des pré-adolescentes. Et à 12 ans, du coup, à l'entrée au collège, donc 12 ans, je ne suis pas sur la courbe, ça doit être à peu près le moment où ça commence à monter dans le rouge. Donc, en fait, toute cette partie dans le rouge, en fait, c'est le moment qui est l'adolescence. Et c'est à 12 ans, donc on a envie d'être autonome, on arrive au collège. Du coup, il y a eu une genre de passation de pouvoir entre nos parents et nous. Ça s'est fait un petit peu rapidement, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas appris ce que c'était le diabète. On ne nous a pas appris tout le lien entre diabète et alimentation. À l'époque, on a eu un changement de traitement, donc on est passé de 2 injections à 4. Donc ça peut paraître énorme, mais en fait, finalement, de passer de 2 à 4, ça faisait que c'était plus adapté à ce qu'on mangeait. Donc sur notre qualité de vie, c'était beaucoup mieux. Mais du coup, on ne comprenait pas tout ce qui était sucre dans les aliments, des choses comme ça. Et puis, c'est l'adolescence. Donc c'est-à-dire que c'est le moment où on veut devenir adulte, mais qu'on ne l'est pas encore, donc du coup on fait comme si on était comme tout le monde, mais en fait on ne l'est pas vraiment. On veut être comme les copains, les copines, manger n'importe quoi, n'importe quand, n'importe quelle heure, et voilà. Des choses un petit peu sucrées souvent, et très grasses. Et du coup on était plutôt dans tout ce qui était interdit, dans la frustration, et c'est un concept que j'ai inventé en créant ce diaporama. C'est le concept de l'effet yo-yo du diabète, c'est-à-dire que, vous voyez, ça fait des montagnes, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Et en fait, je pense, à cause de cette frustration-là qu'on a eue quand on était adolescente, c'est-à-dire que c'est comme un régime, on se prive pour perdre du poids, et finalement on craque, donc on en reprend, et finalement on refait des efforts, parce qu'on voit qu'on a 9 d'hémoglobine glyquée, ce qui est un chiffre très élevé, donc on refait des efforts pour que ça rebaisse, puis ensuite on remonte parce qu'on craque, etc., etc. De fil en aiguille, finalement, ça reste tout le temps en haut si on fait une moyenne sur tout ça. Et du coup, donc ça a été donc de 12 ans jusqu'à 20 ans. On a eu une adolescence plutôt longue, une adolescence très longue. Et en fait, en 2011, le déclic, c'est à peu près au moment où on revient dans le vert, c'est le moment où en fait on a découvert un diabète de type 1 à notre papa, qui est aussi diabétique. Et qui a commencé une prise en charge à Marseille, donc il faut savoir que nous à ce moment-là on n'était plus du tout prise en charge par un médecin, on ne voyait plus personne, et du coup lui est tombé diabétique à ce moment-là, donc il nous a conseillé d'aller voir un médecin,
Donc en novembre 2011, on prend rendez-vous, on appréhende un peu, on remplit le carnet de glycémie avant, on fait comme avant, on essaye de faire un truc carré. On arrive, on a peur, qu'ils nous jugent, etc. Et en fait, pas du tout. Une consultation où ils ne nous demandent même pas notre hémoglobine glyquée, pas de carnet, juste savoir notre histoire avec le diabète, notre vie, etc. Nos problèmes, si on a des besoins ou des problèmes, si lui a des solutions à nous proposer, etc. Et du coup, c'était plutôt un entretien participatif et même un entretien même motivationnel. Enfin, du coup, j'ai appris ce que c'était il n'y a pas très longtemps, donc je peux vous le dire. et en fait, il nous a proposé pas mal de solutions, cette fois-ci qui étaient plutôt adaptées à nous, en fonction de nos besoins, de nos capacités, de ce qu'on voulait, de ce qu'on acceptait, etc. Et en fait, cette fois-ci, le médecin, il s'est adapté à nous et il n'a pas fait pour nous, il ne nous a pas obligés à faire des choses, il s'est adapté. Donc plusieurs fois, il nous a proposé plusieurs choses. Et en fait, le premier atelier d'éducation thérapeutique que j'ai fait, c'était pas du tout en tant qu'enfant, désolée, c'était en tant qu'adulte. C'était pour apprendre à calculer les sucres des aliments pour adapter le traitement. Et ça a été une vraie révélation, parce que du coup, on a appris beaucoup de choses par les professionnels de santé, mais on a aussi pu cette fois-ci rencontrer d'autres personnes diabétiques comme nous, parce que ma sœur et moi on se connaissait, mais on n'en connaissait pas forcément d'autres. Et donc, on a rencontré 3 autres patients comme nous, qui avaient des âges à peu près similaires, entre 18 et 40 ans. Ils avaient appelé ça le groupe de jeunes. Et du coup, on a échangé pas mal de choses sur nos expériences, sur notre vie, sur nos trucs et astuces, sur nos bêtises de personnes diabétiques. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on faisait tous presque les mêmes bêtises, hein, finalement. Et donc, pendant ce temps-là, pendant toute cette reprise en main du diabète, j'ai fait des études de diététicienne et donc j'ai pu aussi rencontrer pas mal de professionnels de santé et pas mal de patients aussi pendant les stages dans le milieu hospitalier notamment. Et du coup, j'ai pu pas mal échanger avec des patients, avec les professionnels sur tout ce qui est matériel pour le diabète, enfin tout ça. Et en fait, ça a été, donc en 2013, j'obtiens mon diplôme de diète. Donc, en fait, j'ai récupéré plein d'infos de partout, j'ai fait une accumulation d'informations dans ma tête. Et en 2013, je change de traitement, après de longues négociations par mon médecin, de longues discussions, ce n'est pas des négociations. Et je change de traitement, donc je passe de stylo d'insuline à pompe à insuline. Donc au lieu de faire 4 injections par jour, j'en fais une, mais pour 3 jours. Et là, j'ai pris conscience qu'il manquait quelque chose. Pour les personnes diabétiques notamment, parce que c'est ça qui me concernait. Et en fait, une fois que j'ai eu mon diplôme de diététicienne, il y a toute une histoire derrière, je suis allée sur YouTube pendant un long moment, parce que j'ai commencé une licence et je ne travaillais pas forcément très bien à l'école, j'avoue. Donc du coup, je passais beaucoup de temps sur YouTube, sur un site internet que j'avais créé, qui s'appelait DietAid, donc c'était un site d'aide pour les étudiants en BTS diététique. Et du coup, je passais énormément de temps sur YouTube. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément, c'est un réseau social avec beaucoup de vidéos. On apprend plein de choses sur YouTube. On peut apprendre à se faire les ongles, à se coiffer, à jouer de la guitare, à se maquiller, à faire du sport, à jouer aux jeux vidéo, à faire des gâteaux. Et du coup, je me suis posé la question, pourquoi on n'apprendrait pas aussi sur YouTube à se mettre une pompe à insuline? Pourquoi on n'apprendrait pas ce que c'est le diabète tout simplement, le diabète en général, le diabète de type 1, type 2, toutes les différences qu'il y a? Pourquoi on n'apprendrait pas à connaître en fait la vie d'une personne diabétique? Et du coup en 2014, je me lance avec ma sœur et je crée la chaîne YouTube DiabAid. Donc du coup j'ai récupéré le même nom que DiabAid mais avec Diab. Et du coup j'ai pris comme slogan, on n'adapte pas sa vie au diabète, mais le diabète à sa vie. Au début, ça avait pour objectif vraiment d'informer le grand public, parce que je me suis dit, sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder les vidéos, donc pourquoi pas leur faire passer aussi le message de ce que c'est le diabète. Et finalement, au fur et à mesure, il y a beaucoup de personnes diabétiques qui nous ont suivis, donc du coup, on a commencé un peu à avoir pour objectif supplémentaire de renseigner les personnes diabétiques sur les traitements, les trucs et astuces, etc. Et puis aussi du coup de faire un partage sur nos expériences, sur nos astuces, sur nos conseils, et puis aussi que les personnes en face qui regardent les vidéos, qu'on ne voit pas mais qui regardent les vidéos, puissent aussi nous partager elles leurs expériences, leurs astuces et leurs conseils.
Et au fil du temps, en fait, la chaîne, on voit pas très bien, mais la chaîne YouTube, elle a évolué. Au début, on a commencé par des trucs un peu généraux, comme le diabète en général, type 1, type 2, le pancréas, l'insuline, des choses générales. Et finalement, on est allé à plutôt de la spécificité, notamment tout ce qui est nouvelles technologies, pancréas artificiel, les pompes à insuline, les capteurs. Et c'est un peu ça qui nous manquait quand nous, on a voulu passer à la pompe à insuline, c'est de savoir ce qui existait comme pompe à insuline, comme traitement, si on avait le choix ou pas le choix, etc. Puis ensuite, on a aussi fait des choses plus psychologiques sur comment on a vécu, comment on a accepté le diabète. Voilà, après c'est quelque chose de personnel, mais c'est aussi bien que les personnes en face puissent entendre notre expérience à nous. Et donc aujourd'hui, il y a 4000 personnes diabétiques qui nous suivent sur YouTube, des personnes diabétiques ou proches l'entourage de personnes diabétiques, donc beaucoup de parents d'enfants diabétiques notamment. Voilà, il y a plus de 1000 vues par jour, sur toute la chaîne avec toutes les vidéos, il y en a plus d'une centaine, il y a plus de 1000 vues par jour. Et du coup, on a voulu aussi donner un rendez-vous un petit peu à chaque régulier aux gens, donc on a décidé de mettre des vidéos régulièrement, tous les mercredis, tous les dimanches, voilà, toutes les semaines pour donner un rendez-vous aux gens. Et donc, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça nous a apporté de créer cette chaîne YouTube sur le diabète, cet outil d'éducation, on peut dire, je ne sais pas, faudrait que je demande aux presses. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Déjà d'aider les personnes diabétiques, ça c'était important, de créer quelque chose que nous on aurait aimé retrouver quand on était jeunes, adolescentes, parce qu'aujourd'hui YouTube, c'est vrai que ça s'adresse beaucoup aux adolescents, aux enfants. Ils vont sur YouTube regarder des jeux vidéo, ils vont sur YouTube regarder plein de choses. Donc pourquoi pas aussi de façon pudique et personnelle sur leur téléphone, sur leur tablette, regarder des trucs sur le diabète, sans que leurs parents le sachent forcément. Et du coup, ça a aussi ça a mis un peu en évidence une vidéo qui a été un peu le symbole de tout ça. C'est une vidéo qu'on a fait qui s'appelle 7 choses interdites que l'on fait sur le diabète. Donc par exemple, c'est jamais se laver les mains, se piquer avec toujours le même pic, bon, c'est des choses pas très conseillées, mais que nous on fait, que toutes les personnes diabétiques font. Et c'est un petit peu le symbole parce qu'en fait cette vidéo a fait beaucoup de vues, enfin il y a eu beaucoup de monde qui l'a vu, beaucoup de retours. Et donc c'est un petit peu un symbole du fait que les personnes finalement faisaient tous les mêmes choses. Tout le monde disait ah, ben, moi aussi je fais la même chose, moi aussi je fais la même chose. Et ils se sont tous rendus compte qu'on faisait tous les mêmes bêtises. Et du coup, pour illustrer un peu tout ça, parce que j'ai beaucoup parlé et tout, je vais vous montrer une vidéo, c'est la vidéo bande-annonce, on l'appelle, de la chaîne YouTube, qui vous montre un petit peu tout ce qu'on fait. Et voilà, c'est une vidéo promotionnelle hein, pour donner aux gens envie de s'abonner, mais pour vous montrer un peu ce que la chaîne fait. Les questions, du coup? Bravo. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà orienté vers la chaîne, du coup, pour leur public, pour leurs patients? On va y aller? Oui, du tout. Et vous avez des retours? On va le faire. Non, pas encore. D'accord. Mais vous l'utilisez comme orientation? Ça peut peut-être aussi être un point de départ pour une
une séance, une animation, à partir peut-être d'une vidéo où vous conseillez des choses, ou parler de votre vécu, peut-être pour après profiter durant la séance de parler avec les... Voilà, et cette bêtise qu'il ne faut pas faire, par exemple, est-ce que les ados dans la séance le font, enfin, à partir de votre vécu à vous, pour, ça peut être un bon moyen aussi de lancer une séance. Après, c'est vrai que du coup, je fais aussi la formation de patient expert cette année. Et c'est vrai que du coup, pour moi, le patient, il peut être aussi considéré en tant que professionnel de santé dans une équipe d'éducation, en éducation thérapeutique. Et on n'en a pas beaucoup parlé là ce matin, donc c'est vrai que ça peut, je pense que ça peut motiver des patients à venir en atelier, surtout des adolescents. Je sais pas s'ils connaissent la chaîne, peut-être que ça leur plairait de nous rencontrer en vrai. Et puis inversement, nous, ça nous plairait de venir et de pouvoir parler avec des adolescents en tant que patient, sachant que moi, je suis diététicienne de formation et j'anime des ateliers d'éducation thérapeutique en tant que diététicienne. Et cette casquette-là de patiente en atelier me manquait un peu. Bon, ils savent que je suis diabétique parce que j'arrive pas à m'en empêcher de le dire quand même, mais du coup, je préférais, je pense que cette casquette de patiente en éducation thérapeutique dans les ateliers me manque vraiment à moi et puis aussi à des équipes de médecine.